En attendant qu'ils reviennent, je vais vous annoncer le programme de la soirée. Déjà, merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc, c'est la 8e édition du Paris Machine Learning en ce qui concerne cette saison. On remercie Miro pour nous accueillir. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, le programme de la soirée. Donc, on va accueillir tout d'abord Battista Biggio, qui va intervenir via l'Italie, si je ne m'abuse. Il va nous parler de machine learning pour la sécurité. Il a un talk très intéressant, donc ça. Ensuite, donc Battista Biggio. Ensuite, il y aura Jean-François Goudou de Miro qui va nous parler de photo editing, comment utiliser l'intelligence artificielle pour. I'm gonna basically I'm trying to see if I can see both the slides and you maybe. So you're gonna scroll the presentation? No, you should be sharing screen with us so that. Okay, that's better. Okay, that's much better. Then let me see how to do that. There should be a sharing screen somewhere. Yeah. Okay, this is the video. Share screen. I think is this one. Okay, right now we're just seeing a blue. Yeah. That's it. Okay. If you can put it on full screen, that would be great. And, So, and okay, can you see it? It takes about 2 or 3 seconds, but right now we cannot see it. So why don't you go back to the previous screen so that we can actually see half of it, but that would be good enough. Okay, so if I go full screen, you cannot see. Is that Exactly. right? That's exactly what I'm saying. I see. Yeah, it's interesting. Let me think. So the screen is still shared, right? Right now, I don't see anything besides a blue. Oh, I see. Okay. Blue person type. Yeah. Because if I go, I see. Let me check. Why don't you go back to the screen you had before? That was good enough. Yeah. And I think we can all essentially. Yeah. It's just to display maybe the animations, I think. But let's see if this works now. Not yet. Okay. Oh yeah, it's working now. Okay. Yes, the trick is that you have to first go full screen and then share it. Okay. So I But remember that. okay, so can I start? Battista, it's your show. Okay. So thanks for the invitation and thanks to all the Paris Machine Learning Meetup and thanks to also Jean Letier who invited me. Actually, the first time we met in Paris some months ago, and then he decided to invite me to give this short talk. So my name is Battista, and I am an assistant professor at the University of Cagliari. It's in the south of Italy, in Sardinia, exactly. So the big island in the center of the Mediterranean Sea. And I'm also co-founder of a spin-off of our laboratory here, which is called Pluribus One. And I've been mostly dealing for now, I think, 10 to 12 years about designing machine learning systems in cybersecurity for cybersecurity problems. And so today we're going to talk about machine learning security, which involves, all this area of adversarial attacks and defenses and threats posed by the use of machine learning in especially cybersecurity tasks. So I'm not supposed to discuss with you all the success that machine learning had so far, because I think you are mostly familiar with that. So we had huge progress, especially after the deep learning algorithm stepped in. We had huge progress in many fields. One is for example, computer vision, and especially for object recognition. So here you have an example where this car drives and is able to recognize other cars, pedestrians, traffic signs, and so on and so forth. And we have all systems which are again automated by these powerful machine learning algorithms.
that implement our virtual assistants. So we have, all these Alexa, Siri, and so on. They are all implemented based on deep learning, deep networks, essentially. And there are many other applications where machine learning has shown to be successful, especially in the last years, due, to the computational power that we have nowadays and the amount of level of data that we can collect, essentially. However, what I'm going to focus mostly in this talk, just to give you a flavor of the research that has been going on for a decade now, is whether these technologies are secure exactly from the viewpoint of security or that of an attacker who deliberately aims to fool them in some way. And the short answer, so to make a long story short, is that they are not secure because they were not designed with this adversary in mind. And so we have seen example of attacks where, for instance, one can place stickers on traffic signs. In this case, on the left, you have this stop sign with these stickers. And as the video shows, while the car approaches it, it's on the left, it's misclassified as a speed limit. Whereas on the right, the stop sign on the right is correctly classified. So this is one example, and this can be used to fool these computer vision technologies for self-driving cars, for example. There are other examples that you can see here. So this gentleman here with his co-authors, they have shown that if a person wears these fancy glasses with these strange frames, then the machine learning algorithm misrecognized you as Mila Jovovich. Okay, so that's one very nice trick. I guess there are many other attacks, all in the video domain, in the image domain, but also on other domains like cybersecurity and so on. For the sake of brevity, I'm not going to discuss those. But one other interesting attack is in the field of audio. And in this case, you can manipulate audio signals to have these transcription tools fooled in some ways. So for example, in this case, the first audio is the clean signal, and then you will see how it is translated by Mozilla Deep Speech. Without the data set, the article is useless. I'm not sure you have heard this? Yes, we heard. Okay. So, and the sentence that is recognized is this one. So it's correctly transcribed. Now the next audio is slightly manipulated, but as humans, we should be able to understand the original sentence. But then I will show how this is translated. Without the data set, the article is useless. So I guess you heard more or less the same signal. There is a small noise in the background, but it's hard to spot. And this is transcribed with, okay, Google, browse to evil.com. But basically, you can decide which sentence you'd like to be transcribed. So it's completely in the hands of the attacker. So now these are examples, and then I'm trying to sketch how these attacks work. So they are all called evasion attacks, or if you wish, adversarial examples. So these are all attacks that are staged against an already trained and deployed machine learning algorithm. Okay, so the goal is you have some samples at test time. You aim to modify it with a small perturbation, with enough small perturbation, with the goal of causing an error, a classification error. Okay, so before, let's say, 2012, 2013, it was only clear how to break linear classifiers, so the simple algorithms, because for them it's clear how the inputs, how changes in the input affect the outputs. And so in that case, it was fairly easy to understand which feature could be changed to cause a misclassification. But I think one of our major contributions was to show that in 2013 that even for nonlinear classifiers, which were retained to be secure at that time, you can craft essentially attacks that can break them. And the principle is that you can conceive these attacks as optimization problems. Ironically, you can use the same
idea that is used now to train these modern data-driven machine learning algorithms, namely these optimization problems. You can use the same trick to actually attack them. And so what we came out with this idea of formulating the problem as an optimization problem. So I'm not sure how much familiar you are with the details of the mathematical details of machine learning algorithms, but this is just a simple 2D case, just to exemplify the attack. And the algorithm this is a two-class classification problem, so you have positive samples and negative samples. The red class is the positive class, the blue one is the negative, and this is a simple classifier depicted in a 2D space. And now the goal of the attacker is to take this sample X in that space, which can be an image or whatever, and slightly perturb it in order to minimize the output on the malicious class. So in this way, essentially the goal is to modify the sample to reduce this value in a way that it crosses the boundary eventually and becomes misclassified as benign. So to this end, basically we wrote down this objective like minimization of the classifier output. So this g of x is the classifier output. But then of course, this is not unconstrained because you have to put some constraints on the amount of changes that the attacker can do to the input sample. For example, if this is, let's say, a malicious piece of code, so a malicious software like malware, then you have, for example, a bound on the number of objects that you can change or inject without compromising the intrusive functionality of the code, for example. This can all be, at least in simple cases, formulated with this nice mathematical optimization problem. And you can solve this with essentially gradient descent algorithms. So you take the derivative of the classifier with respect to the inputs and you modify the point accordingly. When the point hits the constraint, you can project it, and so eventually you find the modified instance, x prime, which achieves a local optima of the function. And so in this case, x prime is misclassified as benign, also in the opposite class, but it's just a tiny modification of the original sample x. And now this was actually the first demonstration that we did about the existence of these attacks against subprefectural machines and neural nets, but I'm sure that most of you will know the most popular version by Christian Szegedy and Jan Goodfellow, where they show essentially that with the same mechanism, you can fool deep nets. But the underlying idea is formulating the attack by means of this optimization problem, where the attack, by solving this problem, can find this noise that once added to the input sample can achieve a misclassification. So in this case, you have a school bus whose pixels are changed and by only a tiny amount, and then the modified image is misclassified as an ostrich. This is one of the most popular examples that are in this paper by Google Brain. So this is about adversarial examples, so attacks at test time. But these are not the only ones that you can craft against machine learning. There is another branch of attacks, which is called poisoning attacks, where the goal is basically so in this case, the attacker can tamper with the training data. So has some control on the training data, can inject, for example, malicious points in the training set. This happens, for example, if you retrain your system online, collecting data during operation. And the purpose of the attack is, by manipulating the training set, the attacker aims to cause a denial of service. So aims to maximize the error on a separate clean test set. Okay, so for example, one can send you emails, and then by relabeling these emails, your spam filter eventually misclassifies most of your legitimate emails as spam. So this can be the consequence. I'm not going to give you all the details about this because it's quite complex. So it's a much more complex optimization problem, because you have to keep into account that when you change the attack point, which is now a training point, also the classification function changes. And so the formulation of this attack is much more complex. But again, by using some tricks from the optimization literature, you can actually solve it by gradient, again, by gradient-based optimization. And so
I just want to give you an example here where we did a simplified, we consider a simplified classification problem. So you have these mnist handwritten digits. You have to distinguish 4s against 0s. And in this case, if you take this sample here, the first one, the clean 4, and you label it as 0 in the training data, the classification error doesn't increase that much. So it's increasing by less than 1%. But if you modify this image by running our attack, you got this blurred 4 image, which has somehow resembles somehow the shape of a 0 in the background. And now if this is injected into the training set of the classifier, this is 1 out of 100 samples, and labeled as 0, well, the testing error on clean data goes up to 20% by just controlling a single sample. And this was this attack was showing that even popular methods like SVMs or other classifiers were very vulnerable to this kind of attack staged at training time. So to sum up, there are many other attacks. This is just a survey paper which I wrote last year, where they are all categorized. So we just discussed the red ones, but there are attacks that we can also stage against a classification system deployed online, for example, to violate privacy or confidentiality, either of the model or of the users that use this model. And so these are all another branch of attacks. And of course, there are also countermeasures that can mitigate the problem. They are quite effective against poisoning, so against attacks at training time, but not that much against evasion, at least on very unconstrained domains like image classification, for example. And well, to conclude, if you're interested in these things, you can have a look at this survey paper, which is called Wild Patterns, and there you can find all the references therein about this work. Okay, that's more or less it. Okay. Well, thank you. Okay, what we're going to do is ask people if they have questions. Let me try to move the computer so that you can actually see the crowd. Est-ce qu'il y a une question? La première, c'est la plus difficile. Non. Julien, une question. Vas-y, Igor, commence. T'as une question, Igor? No, actually. Vas-y. Allez. Right. So it means that we only have 2 ways to attack deep learning models. Do you hear me? Can you speak louder because we can't hear you? Yes. Okay. So the question is, if we have two methods to attack deep learning systems, is this the question? Yes. You have actually more than 2. So you have this evasion setting, the poisoning one, and then you can also craft these privacy attacks. This is another possibility. So I would categorize them into 3 broad families, but yeah, that's more or less all the threats that we have analyzed so far. Okay. Yeah. Is there a direct correlation between knowing how models can be tampered with and the results of the models can be tampered with and a way to protect them? Like, for example, when if with poisoning attack, we just have to ensure that the data is the real data. I'm sorry, the audio is very bad. I can't hear. You need to speak louder. Or maybe you can rephrase the question or repeat it. Okay, vas-y. Is there a direct way to know how to protect ourselves from these type of attacks from your work? Okay, so yeah, I didn't. So the question is about countermeasures, right? Yes, absolutely. Okay. So there is something you can do. So actually, protecting against evasion attempts at test time is somewhat doable if you have a constrained domain. So for example, it depends on whether the attacker is more or less constrained. So if you consider malware detection, for example, in that case,
the feasible manipulations to the malicious code that can be done are much more constrained than the possibility of changing pixels in images. Okay, so by exploiting this fact, you can eventually develop more secure systems. For images or audio, I think in those cases it's an open problem. So there are some methods that you can apply to mitigate the risk, but from the practical viewpoint, there is no solution which is viable yet. So that's more or less the state of the art for the evasion attacks. For example, some of the defenses are based on explicitly detecting if you see one of these anomalous samples, and so you can use the rejection option, and other methods are using somehow knowledge of the attacks. They are retrained on simulated attacks to mitigate the problem, but this is not solving this vulnerability at its root. For poisoning, there is much more hope because by their nature, these samples that you inject during the training phase, they have to be different from the rest of the samples. So it's much easier to detect. And for privacy, there are countermeasures. Yeah, but you can use differentially private models that basically add noise to predictions to hide information leakage to the attacker. There are other things that you can do. Yeah. Yeah, but specifically for the differential privacy models, do you think that it actually does the work, that it is an actual countermeasure towards this type of poisoning or this type of attacks? So differential privacy is not a countermeasure against evasion and against poisoning. Okay. It's a countermeasure against privacy attacks. Right. Privacy attacks are those that basically query the system and observe the predictions. And by iteratively repeating these mechanisms, so iteratively querying the system, they can try to infer information about the systems. For example, they can try to reconstruct some training images. Like if you have a face recognition system, in some cases you can reconstruct the faces of some of the users by using these attacks. But this can be countered by using differential privacy. For adversarial examples, so attacks at test time, evasion, you have to use something different. If this is what you meant. Okay. You actually did a listing of all the attacks that you know of or that are possible. Do you know if any of them have been actually used in the real world, or are we still talking about academic type of exercises? Okay, yeah, this is a good question. I've been asked this several times actually. So let's say that for evasion, there is some evidence that somehow the defense mechanism is attacked. But this is more or less clear in the case of spam filtering or malware, where you see these manipulations. So now, of course, in the practical case, the attacker has less knowledge, so he doesn't know all the details of the target system. So let's say the modifications that are done are not precisely aligned with the gradients and so on and so forth, but in principle, this mimic this behavior. There have been attempts of poisoning that I know of in some companies. I'm confident that they are not poisoning attempts at the level of crafting the optimal attacks, like optimizing all these functions, but they are maybe just crafted using heuristic modifications to the samples, but to reach the same goal. And so let's say more or less there has been some evidence of weaker attacks that mimic these evasion and poisoning behaviors. I don't know anything about privacy, but I think the problem has to be also seen in perspective, in the sense that it depends on which incentives the attacker has, and whether he has ways to break into the system with a lower cost. So let's say if you have a system where machine learning is one of the components, and the attacker has a clear incentive in bypassing that. Let's say you have an antivirus, and then I am developing malware.
So I have a clear interest, also economic advantage in bypassing your system. And if I can evade it in a much easier way, then I will use this way that I have. But if the system is secure enough and then the machine learning component becomes in some sense the weakest link, then the probability that the attackers are going to attack these algorithms are increasing. So we should consider this as a threat. Having said that, we also have to consider that now there are many open source libraries that help researchers and practitioners in automatizing the development and testing of these attacks. So in some sense, we have built this library with the let's say idea of open sourcing the research, but they actually can be used as weapons by attackers. So imagine that in the future you can have a sort of Metasploit for machine learning algorithms. If you know what Metasploit is a tool that automates the creation of obfuscation of malware and these kind of things. So I think once the gun is built, then someone else can use it to shoot. So that's another problem that in perspective can make this attack more likely in practice. So do you think that eventually people will be very reluctant at even sharing the type of machine learning algorithm they are using, so that they are essentially doing a countermeasure by default? Can you say it again? Sorry. What do you mean by countermeasure by default? By the fact that they're obscuring the information about the fact that you're using a specific type of deep nets or SVM or whatever you want. Yeah, okay. One thing I did not mention is that such attacks have an interesting property, which is called transferability. So you can craft attacks against a different learning algorithm, but then with a very high probability they work anyway against a different target model. Wow. So even if I don't know, for example, the details of your algorithm, I don't know the exact architecture of the deep net that you're using, assuming that I can query the service if it's online available, then what you can do is build a training set. So you can have your own collection of images, use my system to relabel them, and then on top of that, you can build your own model. Wow, okay. And then you can use this model to craft the attacks and then send them to the target model. And in most of the cases, if you are able to build a model with sufficient accuracy, these attacks work with the target. Okay. We've seen this, for example, in a case in Android malware, so malware developed for Android phones. Yeah. We've tested different algorithms, nonlinear SVMs, deep nets, whatever, a bunch of algorithms. But even if, so the thing is that this transfer property of attacks exists because eventually, even if the algorithms are different, they tend to find the same solutions. And so they're not much different after training. So that's why, in this case at least, the attacks transfer. Okay, cool. Vas-y. Yeah, you showed an example of attack against autonomous car, I think, where the stop sign was misclassified. Then it's completely invalid the point of autonomous car, especially if you say that it's pretty easy to design an attack even if you don't have access to the real algorithm used. So if I get it right, you're asking if this is really a threat for autonomous cars. Driving cars? For autonomous cars, yeah. For self-driving cars. I mean, So I think from that viewpoint, it's still not convincing enough because I think that placing stickers on road signs is not actually enough to fool self-driving cars. But just because they have multiple, they use multiple sensors, and so I think fooling the computer vision part will not be enough to have a self-driving car crashing. Although there is a recent video which I discovered last week, I think,
where Tencent AI, you know, the Chinese company, Yes. they've shown that they can fool a Tesla, the autopilot of a Tesla, by displaying these fancy part images with strange colors, and they could even control the car eventually using a gamepad. Whoa. So the thing is that I don't know exactly at which level these problems are taken into account by these autonomous vehicles. But I think exactly for the case of the stop sign with the stickers, that's not very convincing. So this was not really enough, I think, for fooling the car. Okay. Yeah, I've got one more question here. Hi. Thank you for your presentation. It was really interesting. My question is this area of research still restrained exclusively to AI researchers, or is it gaining traction on the whole cybersec community? Yeah, it's a good point. So this area of research started originally from the case of spam filtering, but seen from a perspective of the machine learning community. But in the last years, I think since 2013 or 14, this has, if you go to security conferences, then they have a track which is dedicated to this topic. So they are also interested in the security of machine learning. So there are many papers there. Okay, I've got one more question. You were saying that since the algorithm were kind of the same, or at least doing the kind of the same thing, they could be fooled in about the same way. What if you were to have a very good algorithm, like DenseNet, ResNet, whatever you want, and you were to have a very bad one, but the very bad one really doesn't do the same thing as the very good one? Do you think that somehow there is a way to get around this universal type of attacks? This is a good question. So, well, let's say, first of all, it depends really on the application. So I thought that this was, we experienced this for the case of Android malware. Okay. For images, like for deep nets, it's also been shown that you can actually transfer attacks with a very high probability. Okay. But the reason there is that if you look at the more recent theoretical studies about deep nets, they essentially learn, the function that they learn is not very complex in the sense that it's a piecewise linear function. It's like looking at a broken glass, okay? And then given this, that they have this property of piecewise linearity, in most of the cases, the attack can transfer because locally they have the same behavior. For example, something that doesn't work that I know is if you try to attack a decision tree by using instead an SVM with a Gaussian kernel. So in that case, it doesn't transfer very well. But yeah, but, it eventually depends on the kind of algorithm and the kind of data. It's not easy to give general intuition. Okay. One more bit that I can say on this is we had a recent paper where we showed that actually if the attacker uses a more regularized model, which is smoother, then the attacks that are crafted against this model have higher probability of transferring to other models. And this is because the model that you build is in some sense more stable. And so the attacks that you generate they are more reliable in some sense and they can transfer better, just to give you a quick intuition. Okay, great. Well, it looks like we don't have any more questions, so let us thank Battista. Thank you, Battista, and Thank you for your time. thank you for your time. Thank you very much. Thank you very much. You have a good day now. Bye. Bye bye.
Donc ça, c'est Baptista. Qui est le prochain Yeah. speaker? Machine learning en production. Non, José. José. Oui, José. Ok, alors. Vas-y. Hein? Non, 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 non. Alors, Ouais, tu connais là. Bonsoir, moi c'est Allez, vas-y, présente-toi. vas-y. c'est José, c'est la société Actionnable. Je suis le lead ML ingénieur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment mettre un algorithme en production. Donc la première moitié, c'est pas technique. En fait, c'est plus la partie, on va dire, orga et processus. Mais quand même, je vais finir par un cas d'usage où je montre comment nous, on a mis un algorithme en production. Et donc, on aime bien tous les stats. Donc ça, c'est des stats qui a été fait sur 260, ok, j'ai 15 minutes, sur 260 entreprises dans le monde. Donc, et on voit que 8 entreprises sur 10 ont commencé à investir sur l'intelligence artificielle. La moitié pense que ça va aider à avoir plus de revenus, donc c'est très important. Par contre, il y a un petit souci, c'est que seulement les 30% ont des talents, en fait, qui ont des compétences, des gens dans la boîte qui ont des talents pour mettre en production ces algorithmes. Donc, pourquoi est-ce que il y a ça? C'est parce que normalement, quand on veut avoir un algo en production, ce qu'on sait, c'est toute cette partie-là. Il est en production, il est scalable, disponible, plein de choses. Mais par contre, la partie cachée de l'iceberg, c'est que pour arriver à mettre un algorithme en production, déjà, il faut que l'organisation soit bien faite. Il faut qu'il y ait une culture data. Il faut qu'il y ait des bonnes pratiques de programmation. Très important, des fois, quand on travaille chez les clients, ils ne savent pas très bien c'est quoi leur objectif, c'est quoi le but. Donc, si on ne sait pas où on veut aller, c'est très compliqué d'arriver à mettre en production quelque chose. Ensuite, il y a la partie architecture. On va dire, s'il n'y a pas la bonne architecture pour mettre en production un algo, donc déjà, on ne peut pas arriver ici. En plus, s'il y a la partie régulation, je ne sais pas, le RGPD, s'il y a des réglementations en interne dans l'entreprise, c'est aussi des choses à tenir en compte. Et très important, c'est les données. Donc, déjà, il faut que les données soient disponibles. Et s'ils sont disponibles, il faut qu'ils soient propres. Parce que des données de mauvaise qualité, on ne peut pas avoir de prédictions, on va dire, fiables et précises. Donc, chez nous, chez Actionnable, quand on travaille avec des clients pour mettre un algorithme en production, on essaye d'avoir, on va dire, 3 piliers. Le premier, c'est la partie organisation. Donc, dans la organisation, là, par exemple, il y a ce qu'on dit feature teams, la vision produit. On essaie de travailler en agile. Donc, il y a un orga agile, il y a une vision d'un produit à développer. Et quand c'est la vision d'un produit, il y a plusieurs disciplines qui vont travailler ensemble. Même si c'est un algorithme de machine learning, pour le mettre en production, il faut des compétences de data engineering. Si c'est un produit qui va être utilisé par un client, il faut qu'il y ait des compétences métiers. Donc, c'est la partie orga. Ensuite, il y a la partie workflow méthodologie. C'est très bien, je sais c'est quoi mon besoin. Maintenant, il faut vraiment savoir bien suivre le processus d'un projet de machine learning. Pour ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais sur Internet, il y a ce qu'on appelle le canvas de machine learning. C'est une série de questions qu'on se pose au moment de la définition d'un projet. Et rien qu'avec ça, on pouvait déjà savoir c'est quoi mon problème, comment je vais résoudre mon problème, la personne qui va utiliser mon produit, quelles sont les étapes qu'elle va appliquer pour s'en servir, quel est l'algorithme de machine learning utilisé,
c'est quoi les métriques pour mesurer la performance de mes algorithmes, et des questions aussi qui sont liées à, par exemple, si l'algorithme va être mis en production, bah, c'est à quelle fréquence, où sont les données, est-ce que les données sont disponibles, est-ce que les données appartiennent à l'entreprise ou c'est un tiers qui le fournit. Donc c'est des questions que on se pose avant même de commencer la partie technique, qui est très importante. Et ensuite, ce que j'ai mis ici, c'est la partie, on va dire, DevOps ou DataOps, si on dit que c'est le DevOps appliqué à la data, où on pourrait faire plusieurs choses. Là, j'ai noté que quatre exemples. La qualité de la donnée, bah, maintenant, en fait, c'est très... Quand on développe un algorithme, on utilise toujours la notion des microservices. Donc, pour les microservices, on crée des sortes d'API. Par exemple, j'ai créé un algorithme, et l'algorithme, comment il va interagir avec les systèmes, c'est via des appels. Donc, j'ai fait une appel API, l'algorithme y répond. Donc, cette façon de travailler, ça permet déjà de scaler. On peut travailler de manière plus vite. Et aussi, chaque bloc, chaque service, c'est à peu près indépendant des autres. Après, pour certains clients, on travaille avec des containers, le Docker. Donc, on pourrait travailler avec le Docker et aussi avec l'orchestration de Docker. Et ensuite, le point qui est ici très important et qui, des fois, n'est pas considéré dans un projet de machine learning, c'est le monitoring du modèle. Parce qu'on sait tous qu'une fois que le modèle est en production, il se dégrade. Donc, il faut savoir quand il se dégrade et c'est quoi les raisons. Il pourrait se dégrader parce que les données que j'ai utilisées pour la partie training sont différentes maintenant. La distribution des données est différente. Peut-être que la cible que je vais prédire, elle a changé. Peut-être que les considérations métiers que j'avais ne sont plus les mêmes. Donc, il y a plein de questions à monitorer une fois que l'algo est en production. Donc, normalement, on a une slide par point, mais comme j'ai 10 minutes, je vais essayer de passer plus vite. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais pour moi, c'est un peu drôle. Parce qu'avant, c'est le data scientist qui travaille d'un côté, il fait un algorithme, et après, il balance l'algo le Jupyter Notebook à un ingénieur, et lui, vas-y, mets-le en production. Donc, ça, c'est un problème qu'on voit souvent chez les clients. Donc, c'est un défi à relever. Et comment est-ce qu'on pourrait éviter cela? Le plan d'action, c'est déjà respecter un workflow, un processus pour suivre, on va dire, la mise en production des algos. Si possible, travailler en microservices avec des API et traquer, faire les monitoring d'algorithmes. Et aussi, c'est important, je pense que ça pourrait être aussi lié à la sécurité. Si l'algorithme est en production, et si c'est dans une machine virtuelle, on peut suivre par exemple le nombre d'appels entrant, sortant. Donc, et si jamais il y a un robot qui fait plein d'appels par jour, on pourrait le détecter et faire des actions. Donc là, c'est le processus classique pour remettre un algorithme en production, on va dire. On part de la partie acquisition des données, les hypothèses, les modèles. Ensuite, on va implémenter les modèles, on le déploie. Entre ces deux points-là, il y a eu la partie test d'algorithme et l'APIisation si possible. Et ensuite, on le met en production, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, il faut faire la maintenance, optimisation et le monitoring. Donc, c'est le monitoring du modèle, de ressources, et très important, de la qualité de la donnée. Donc, jusqu'à là, c'est clair ce que j'ai dit ou il y a des questions? Donc, je passe rapidement, parce qu'il me reste 7 minutes au cas de ça. Donc, là, c'est pour un client français. C'est une chaîne de TV qui a un site web qui fait le replay des vidéos. Donc, je vous laisse voir ce qu'il fait. Et l'exemple, c'est que eux, leur business, le business de la régie publicitaire, c'est de vendre des espaces publicitaires. Donc, par exemple, il y a une vidéo qui est mise en ligne, ils vont vendre des vidéos publicitaires.
ce qui passe, c'est que, par exemple, il peut y avoir Coca-Cola qui arrive et qui dit, écoutez, j'ai besoin le mot c'est impression, j'ai besoin de 2 millions d'impressions, ça veut dire j'ai besoin de montrer 2 millions de vidéos publicitaires aux gens qui vont visiter votre site, mais cette personne doit être âgée entre 25 et 45 ans, et je veux le délivrer dans les 3 premières semaines de mars, par exemple. Ça, c'est Coca-Cola qui vient. Après, il y a le parfum Chanel qui dit, moi aussi, je veux délivrer des vidéos publicitaires, mais cette fois, je veux le faire que pour les femmes qui ont entre 15 et 50. Donc, mais pour les 3 dernières semaines de mars. Donc, déjà, il y a un problème pour la personne qui va dire, OK, je peux délivrer ou pas ça, parce que déjà, il ne sait pas combien d'espaces publicitaires il y aura à disposition pour vendre. Si vous avez bien vu, il y a une notion de overlap, parce que ici, Coca-Cola dit les personnes entre 25 et 45, Chanel, les femmes entre 15 et 50. Du coup, ça veut dire que si je délivre une vidéo publicitaire à Coca-Cola, c'était une femme, ça veut dire qu'il y aura une vidéo de moins pour Chanel. Et c'est la même chose si la régie publicitaire a aussi déjà vendu des segments publicitaires. Et donc, on arrive chez les clients et il y avait déjà une version de... Donc, le besoin, c'était de créer un outil qui va prédire le nombre d'espaces publicitaires par jour. Il y avait déjà une version, mais la version, elle ne marchait pas très bien. Pourquoi? Parce que déjà, je commence. Eux, ils savaient la plateforme, c'était une plateforme Hadoop. Je ne sais pas si vous connaissez tous Hadoop, c'est pour le traitement des données à grande échelle en distribué. Mais par contre, le modèle, il tournait sur une machine Windows et il était écrit en R. Et le temps de processing était de 8 heures. Les clients, ils voulaient que l'algo soit prêt et mis à jour tous les jours à 8 heures du matin. Donc, qu'est-ce qu'il passe? Des fois, si l'algorithme plantait, il fallait le relancer et du coup attendre 8 heures pour qu'il soit disponible. Il n'y avait pas de versionning et les résultats sont montrés dans un dashboard sur tableau. Donc, nous, on a dit, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce type de problème. Et donc, dans cette chaîne de TV, par loi, en fait, en France, on a le droit de stocker jusqu'à 13 mois d'historique des données. Donc, dans leur data lake, comme source de données, ils savaient les données de la DMP, qui est Crux, ils sont des données de facturation de Fivia, les métadonnées des vidéos qu'ils vont mettre à disposition de leur site, un fichier Excel avec le business planning. En gros, c'est le planning de quel programme je vais diffuser dans les sites et à quelle date. Et ensuite, les données des CRM, qui est DFP de Google. Du coup, on avait vraiment beaucoup de données. Chaque source de données avait des identifiants différents. Et pour vous donner une idée de la quantité de données, par jour, on avait 5 milliards de lignes. Donc, je vous laisse multiplier combien de jours on a en 13 mois. Donc, on avait vraiment beaucoup de données. Donc, cette partie-là, c'était traité par un data ingénieur. Lui, il a utilisé, on a utilisé dans la plateforme Hadoop le framework Spark qui permet de faire des traitements de distribués. Et du coup, grâce à ça, on a réussi à faire déjà à comprendre c'est quoi les données. S'il y a des données manquantes, on les a remplies, on a détecté les valeurs aberrantes pour finalement créer une table d'agrégat et créer une série temporelle. Parce que c'est ça l'entrée du modèle. Donc c'est la partie acquisition des données et préparation. Ensuite, on a pour la partie modeling, on avait 3 choix. Donc c'était soit on utilise Sarima pour la prévision des séries temporelles, soit on utilise Exponential Smoothing ou des modèles de Deep Learning. Donc avant même de commencer à coder, on a essayé de comparer les avantages et les inconvénients. Donc Sarima, c'était les modèles qui étaient déjà utilisés dans la première version. Le problème de Sarima, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui passe? Nous, on avait beaucoup de données à traiter, et lui, il était un peu lent. Donc,
Ça, il fallait le prendre en compte. Et aussi, Sarima, il faut que les données respectent certaines conditions statistiques, par exemple que les données soient stationnaires. Il y a plein d'analyses à faire avant de lancer le training du modèle. Du coup, on a dit non, ça prend du temps, c'est pas très adapté. Ensuite, on a passé à un dit, est-ce qu'on n'utilise pas de deep learning pour la prévision des séries temporelles? C'était un non tout de suite parce que les clients ils voulaient comprendre comment est-ce que l'algorithme marche. Donc, comme c'est une notion de black box, on ne pouvait pas utiliser le deep learning. Et en plus, même si les clients le voulaient, on avait une plateforme Hadoop. Et pour le deep learning, il vaut mieux avoir du GPU. Donc, et à l'époque, c'était pas encore possible de faire tourner des modèles de deep learning sur Hadoop. Et du coup, on a finalement décidé d'utiliser la méthodologie exponential smoothing. Et en gros, c'est juste, on prend l'historique des données et on donne des points aux événements passés. Donc, et la distribution des points, elle décroît exponentiellement. Donc, le modèle, il est précis, il est rapide, c'est facile à le lancer en distribué. Et ce qui était très bien, c'est que ça marchait avec Spark. Donc, on l'a utilisé. On a tout recodé parce que c'était avant, on codait en R. Et finalement, le modèle, si vous voulez plus de détails, c'était le Additive Roll Method. Le langage, c'était du Python, de Spark. Et on a passé de 8 heures de processing à 20 minutes. Ce qui était vraiment... Les clients étaient très contents. Donc là, si vous voulez, c'est ça à peu près ce qu'on a essayé de prédire. C'est un petit graphique. Et ça, c'est la partie modèle. Et ensuite, on a passé à la partie l'évaluation des modèles et l'interprétation. Donc, comme c'est une série temporelle, pour faire la validation croisée, c'est compliqué, on ne peut pas diviser comme ça. Donc, les stratégies qu'on a prises, c'est de... Donc, la stratégie, c'est de dire, nous, on a 13 mois d'historique. Donc, comment on fait pour choisir les meilleurs modèles? On va prendre, par exemple, 3 mois, on fait un train avec 2 mois, on le teste avec 1. Ensuite, on va agrandir l'historique jusqu'à arriver ici avec 12 mois et 1 mois. Et on va prendre les modèles qui performent le mieux en moyenne. En fait. On prend la moyenne de toutes les performances et on prend ce modèle-là. Donc, c'est ça ce qu'on a utilisé. Et finalement, j'ai essayé de le faire le plus simple possible, en fait, la partie architecture. Donc, si vous avez plus de questions, on peut en parler après. Mais finalement, pour la partie mise en production et monitoring, ce qu'on a fait, c'est déjà, là à côté, c'est l'équipe, on va dire, technique, les data engineers et les data scientists. On a mis les codes dans un repo Git. Donc, pour ces clients-là, eux, ils sont un compte privé de GitHub. Et qu'est-ce qu'il passe? À chaque fois que le développeur il fait un push, par exemple, ou un PR, quelque chose se déclenche et on peut relancer le modèle. Ou à chaque fois qu'il y a de nouvelles données qui arrivent dans la partie, là j'ai mis juste 3, la DMP, Billing Data ou Biometadata, aussi on peut faire que le modèle se mette à jour. Et donc, ça c'est le cluster Hadoop. Et en haut, j'ai mis quelques outils qui sont intéressants. La partie Airflow, c'est un outil qui fait le scheduling. Donc, par exemple, dans Airflow, je pourrais mettre, si jamais il y a des données qui arrivent dans ma base de données, je vais lancer mon entraînement. Si jamais, par exemple, si jamais il est 8 heures du matin, je lance mon entraînement. Du coup, je peux le faire tourner à partir des conditions. Ensuite, on a fait la partie agrégation des données. Et dans cette partie-là, on a utilisé Spark avec Python. Parce qu'à l'époque, c'était un petit cluster je pense que c'était de 12 machines virtuelles. Et chaque machine avait 64 vecteurs et 120 Go de mémoire. Donc, si on lance en parallèle, on va distribuer tout ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a gagné beaucoup de temps, parce qu'on a passé de 8 heures à 20 minutes. Donc, le résultat, on le met dans une table d'une base de données. Et là, c'était Hive. Et du coup, chaque fois que la table est
il est mis à jour. Donc il y a aussi Airflow qui se rend compte de ça. Avec Jenkins, ils vont faire, ok, j'envoie un message à mon outil de dashboarding et je vais faire un refresh. En gros, je vais aller voir ce qui a été mis. Je le mets ici pour que la régie publicitaire, quand elle va vendre des espaces publicitaires, ils vont dire, ah, ok, donc pour cette semaine-là, je peux vendre, je ne sais pas, 1 million de publicités, des espaces publicitaires pour les fins qui ont entre 25 et 45 ans. Donc, jusqu'à là, c'est la partie mise en production, mais aussi, il y avait la partie, on va dire, monitoring, 2 types de monitoring. Le premier, c'était les personnes qui travaillent à la régie publicitaire. Bah, si jamais ils se rendent compte que l'algorithme il marche moins bien, bah, c'est eux qui vont contacter l'équipe Data Science, Data Engineering. Et du coup, on fait les modifications, on essaye d'améliorer les modèles. Mais en même temps, à l'époque, on avait créé aussi des tables où on fait un suivi de la performance, des données d'entrée, des données de sortie. Parce que si jamais on voit que quelque chose de bizarre se passe, on pourrait agir avant même que ce soit le client qui contacte les data scientists. Donc, j'ai fini. Le micro pour les questions. Ouais, alors il y a un autre micro. Bon, questions? Ok. La première est plus difficile. C'était top. Oui, non? Non, oui? Oui? Quand on compare ça par rapport à ce qui était la version précédente, il y a combien de personnes qui ont bossé là-dessus pendant combien de temps? Ça a pris 6 mois pour 10 personnes Dans la version précédente, c'était juste une personne qui l'avait développé. C'était un statisticien. Du coup, je pense qu'il avait pris 400 mois à le développer. Combien? 4 à 5. De 4 à 5 mois. Pas 400. C'est mon accent C'est pas un problème. On voulait être sûr qu'on est dans le bon ballpark. Et on l'a fait, on était une équipe de 3 personnes. Donc il y avait le même personne, statisticien, il était avec nous. C'était moi comme data scientist à l'époque. Et il y avait un data ingénieur expérimenté. Et du coup, entre les trois, avant de commencer à coder, on s'est dit, ok, maintenant il faut que ça tourne vite. Il faut utiliser le gros cluster qui est à disposition parce que nous, on avait une machine virtuelle et le cluster, on ne l'utilisait pas. Et ça nous a pris moins de 3 mois à faire tout ça. Et en maintenance, la maintenance, c'était... donc, moi, je suis resté dans ce client-là pour 1 an et demi. Donc, la première année, ça marchait plutôt bien. Donc, et là maintenant, c'était... nous, on travaillait en régie. Chaque fois qu'il y avait une question, on était assez réactif. Et c'était juste changer quelques paramètres dans le modèle. Donc, c'était pas très compliqué. Moi, ce que je vois, en fait, c'est... On voit que la pub, ça marche très bien. C'est-à-dire que la chaîne télé est capable d'acheter les services d'actionnables pour faire ça. Mais moi, en tant que consommateur, j'ai toujours pas de système de recommandation qui marche. En fait. Mais bon, c'est un sujet qui revient souvent. Igor. C'était normal. Vas-y. Non, je suis juste un peu surpris par rapport le temps. Tu as dit 20 minutes. Et si je ne m'abuse, il y a une version online de ce type d'algorithme. Des versions récursives ou... Non, en fait, l'algo, il se met à jour tous les jours, oui. Une seule fois. Oui. Donc, et pourquoi ça prenait 20 minutes? Parce que dans la première version, c'était une machine Windows qui faisait tout en manière sérialisée. Donc, si je veux un peu plus de détails, donc, là, il fallait faire une prédiction par une combinaison de programmes, segments publicitaires et je vais noter si j'ai oublié. C'est le programme, le segment publicitaire et le jour. Et donc, il y avait à l'époque, je pense qu'entre 60 et 80 segments publicitaires, 40 ou 50 programmes qui avaient beaucoup de consommation. Et il fallait faire la prédiction pour 2 semaines, peut-être les 2 semaines à venir. Donc, si je fais un calcul, on a plus de 40 000 modèles à faire tourner.
Donc, dans la machine Windows, on ne peut pas paralléliser beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça prenait 8 heures. Alors que quand on a passé pardon, quand on a passé dans le cluster Hadoop avec Spark, bah, c'est rapide parce qu'on fait en mode distribué. Donc, à la fois, on peut faire tourner 50 modèles. Et si on avait un cluster encore plus grand, ça aurait pu prendre 2 minutes, par exemple. C'est juste ça qui est vraiment étonnant. D'accord. Une autre question? Allez. Alors, je crois que ma question a été montrée, je n'ai pas compris. Mais le modèle, ce qu'il fait, enfin, je n'ai pas compris ce qu'il faisait le modèle. Parce que vous parlez de dashboard, mais comment vous vous assurez que la personne qui a regardé cette publicité, elle a effectivement l'âge du segment que vous avez considéré pour programmer, si j'ai bien compris, programmer la pub pour le Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qui ont regardé en fait les pubs ont le bon âge de la target qui fait, c'est que ici dans les sources de données, dans les sources de données, on a ce qui s'appelle la DMP et le CRM data. Et si on dit avec des mots simples, c'est des logs des visites dans un site web. Donc on aura un cookie. Ce service, c'est un service où on doit se loguer pour consommer des vidéos. Du coup, on a l'identifiant de la personne. Et ensuite, on a toute l'historique de tous les programmes qu'il a regardés, toutes les publicités, les fois qu'il a cliqué sur la publicité, les fois qu'il a fermé le programme. En fait, c'est vraiment riche en informations. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu effrayant quand on voit. On va pas dire On ça. est très rassuré par rapport. Mais on n'a toujours pas de système de recommandation. On rigore. Les bons films. Alors tu vas faire un modèle Igor. Non, mais bon, voilà. Là, la régie travaille pour les annonceurs. Oui, non, mais ça, j'avais compris qu'il travaillait pour les annonceurs. Si vous souriez un petit peu, il y a actuellement dans les grandes chaînes, dont celle-là et d'autres, et les grands opérateurs télécoms, des gros projets autour de ce qui s'appelle la télé adressable. C'est-à-dire qu'on va tous avoir des pubs différentes. Moi, je leur souhaite bon courage. Ok. Personnalisé. Ouais, personnalisé, ouais. D'accord. Ouais. Tu as acheté ci, alors tu vas acheter ça. Exactement. On a une dernière question. Dernière question. On a une petite contrainte horaire. Non. Ouais. Ben, merci encore. Merci. Christophe. Christophe, tu présentes, tu prends le micro, tu présentes. Oui, bien sûr. Allez. Donc, j'ai la dure tâche de vous rester éveillé. Parce que là... Donc, alors, moi, j'ai deux casquettes. Je suis à la fois donc ingénieur, expert en intelligence artificielle à EDF R&D, et une autre casquette où je suis maître de conférence sur l'IPSIS dans l'équipe de Jean-Gabriel Ganassia, où je travaille sur des problèmes d'explicabilité, d'acceptabilité de l'IA et d'éthique. Ouais. Et aujourd'hui, je vais justement présenter des choses qui n'ont rien à voir avec EDF R&D. Donc tout ce que je vais dire n'engage pas EDF R&D. Ça engage moi et Judith. Alors là, donc, je vais essayer de vous montrer que c'est un passionnant sujet de recherche. Donc c'est de définir des outils explicables et conviviales. Je reviendrai sur la notion de convivialité d'outils pour la santé. Et ce qui est très intéressant, c'est de travailler en collaboration avec Judith, qui est actuellement à Grenoble, qui est anthropologiste et qui travaille sur l'impact de nouvelles technologies sur l'homme. Alors là, je vais représenter, là c'est un truc que vous connaissez certainement tous, c'est un peu l'historique de l'IA, avec une partie au départ connexionniste. En fait, là, ça représente un peu les volumes de publication, donc l'effort de la recherche. Et ce qui est plus intéressant, c'est entre là et là. Donc ici, on est, à ce moment-là, on est un peu sur la revanche un peu des neurones, puisque
par exemple, lorsque Yann Lequin travaillait dans cette période-là, il était un peu ostracisé par toute la communauté du symbolique. Alors pourquoi je voulais le présenter? Parce qu'on parle beaucoup aussi d'explicabilité de l'IA pour les réseaux de neurones, mais on va voir qu'on se posait aussi les mêmes questions pour les côtés système expert. Alors, quel est le contexte? On voit bien que l'intelligence artificielle est en train de transformer l'industrie, en particulier l'industrie médicale. Il y a quelque chose qui s'appelle la médecine P4, ou même maintenant il y a P5, P6, mais je vais ce soir me concentrer sur les 4, c'est qu'on veut qu'elles soient prédictives, préventives, personnalisées et participatives. Donc après, comme on n'est pas aussi... on sait que c'est aussi pour réduire des coûts, c'est pour réduire des coûts, et on espère que ça aussi va améliorer les services de soins. Alors, quelques applications, c'est des choses qu'on regarde actuellement avec Judith, c'est déjà d'avoir des boots de santé, aussi des assistants virtuels, et ça c'est aussi pour améliorer l'autonomie aussi du patient par rapport actuellement quand même ce qu'il faut craindre, c'est que ça n'amplifie pas une bureaucratie déjà existante autour de la santé. Alors là, juste, peut-être vous connaissez cet exemple, donc il y avait MySyn qui était développé par Stanford University. C'était donc c'était sur ma zone bleue. Ça permettait, alors je vais aller assez vite, pour identifier des bactéries et de proposer des traitements. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça n'a pas été utilisé. Ça n'a pas été utilisé déjà parce que pour des problèmes, pas pour des problèmes de performance, on est sur des systèmes experts, etc., mais c'était avec aussi du côté bayésien. C'était pour des problèmes éthiques, légaux, et puis c'était sur l'utilisation d'ordinateurs dans la médecine. Il y avait un autre point, c'est que les PC n'existaient pas trop. Donc déjà, l'ordinateur, on se dit mais qu'est-ce que c'est, comment ça va marcher? Il y a deux points aussi qui sont intéressants et qui motivent aussi le projet de recherche. C'était on a tendance des fois à dire du côté du système expert, il y a des règles, etc. Donc c'est explicable. Ça dépend parce que si vous avez un enchevêtrement un peu important de règles, comment construire une explication à partir de ça, c'est pas forcément aussi évident. Et un dernier point, c'est sur l'acceptabilité, par exemple, des experts. Comme c'est une approche un peu, si je me souviens, bayésien, c'était un système expert peut-être un peu flou, si j'ai bonne mémoire, c'est que les experts avaient besoin de montrer un peu des probabilités, etc. Et puis, c'était pas leur domaine. Alors, pourquoi il y a on pourrait dire, pourquoi maintenant il y a un contexte positif pour ça, c'est comme on a besoin de réduire les coûts, faut pas être, il n'y a pas que l'intérêt, il y a aussi l'intérêt financier malheureusement, et que contrairement à médecine, il y a plusieurs expérimentations. Par exemple, NHS a utilisé en conditions réelles un chatbot. En fait, c'était pour un peu parce qu'ils étaient pour les appels de soins. Et il y a eu un premier agrément de l'FDA pour mettre en place un système expert. C'était, je crois que c'est sur les problèmes de diabète. Et il y a un large écosystème sur le développement d'applications en IA, même si, comme toute startup, il y a beaucoup quand même d'entreprises qui périclitent. Alors, quelles sont, il y a des choses qui fonctionnent. Donc là, maintenant, on est plus. À chaque fois, j'ai compris en fait des exemples de Stanford University. Maintenant, ils sont passés du côté plutôt machine learning, deep learning. Et là, c'est un système de classification pour détecter des mélomes sur la peau. Donc, quand j'avais été voir un dermato, c'était aussi ce chose-là qui nous avait vendu. Et ce qui est important, c'est aussi d'un aspect anthropologique, c'est aussi les challenges. C'est que la machine fait mieux que les dermatologistes, à la fois pour détecter des tumeurs malignes ou des tumeurs saines. Alors comment on valide les résultats? Voilà, pour problème d'explicabilité,
soit on fait des biopsies ou d'autres traitements. Et point de vue juridique, eh ben, moi, quand j'avais été voir mon dermato, ben, j'avais signé une décharge, j'avais dit, ben, on a un truc qui est performant, mais il peut qu'il ne détecte pas. Donc, soit si vous voulez l'utiliser, ben, signez la décharge. Voilà. Alors, un truc, quelque chose qui est important aussi, c'est tout ce qui est polypharmacie. Voilà, ça montre aussi l'intérêt de l'IA. C'est pour la prévention des interactions médicamenteuses, pour ceux qui ont des patients, par exemple, qui ont des traitements lourds ou concomitants. Pourquoi? Parce que les essais cliniques sont en nombre assez relativement restreint. Et voilà, on utilise, par exemple, donc là, c'est quelque chose qui est apparu dans bioinformatique en 2018, des réseaux de neurones, les Graph Convolutional Network, qui arrivent à augmenter, donc à détecter des effets qu'on n'aurait pas pu soit trouver sur des essais cliniques ou dire d'experts. Après, la question après, c'est comment on peut aussi améliorer donc l'expertise des médecins. Alors, mais par contre, point de vigilance quand même, hein, c'est comme en intelligence artificielle dans d'autres domaines, j'imagine. Mais là, en partie, c'est en termes d'acceptation et d'éthique. Hein. En termes aussi, que faire quand on a des nouveaux cas ou des cas exceptionnels. Et un point qui nous apparaît important aussi avec Judith, c'est des facteurs humains. Hein, parce que, au point de vue médecine, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer. C'est la relation empathique en fait, entre le médecin et le patient qui amène une guérison. Donc après, tout l'enjeu un peu de notre projet, c'est de voir comment on peut reproduire, comment on peut insérer l'intelligence artificielle dans des parcours de soins. Un autre point, c'est la perte de compétences et de la capacité de doute, parce que je pense que c'est important quand même que le médecin ou celui où va être la frontière entre un outil d'aide à la décision et de décision. Nous, on pense que si c'est vraiment de décision, ça va pas être franchement super, puisque, et même d'un point de vue anthropologique, il faut cette capacité de doute, et aussi en amplification d'un monopole de traitement par l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est là où, dans ma présentation, pour Bacon, je reviendrai après, mais est-ce que Illich est de retour? Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'est quelqu'un qui avait travaillé sur 2 livres qui m'inspirent pas mal sur la Tools for Conviviality, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les outils arrivent vers une société conviviale. Et il y avait une critique aussi sur, alors là, il avait fait des critiques sur beaucoup d'institutions, d'écoles, qui s'est révélé un peu vrai, par exemple, sur l'uniformisation, par exemple, avec le collège unique en France. Et alors, si je reste dans le domaine médical, parce que j'ai plus beaucoup de temps, donc c'est une analyse critique de la médecine. C'est juste, et le point important pour nous, c'est des arguments pour que les patients gardent une autonomie sur leur parcours de soins. Il définit la notion d'outil convivial. C'est alors, il y a plusieurs trucs, c'est qu'il ne soit pas obligé de l'utiliser, qu'il garde une capacité d'autonomie. Donc, ça peut être à la fois du côté du patient, si on est sur les assistants virtuels, ou du docteur. Et on peut voir, par exemple, que MySyn n'était pas un outil convivial, puisque déjà, il y avait une difficulté des médecins de l'utiliser, comme je le disais tout à l'heure, pour entrer des annotations pondérées. Alors c'est là où je pense qu'il y a un point qui est important, c'est de fournir une explicabilité. Je pense que c'est suffisant, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc après, je vous présenterai rapidement dans la prochaine étape. Et toute la réflexion aussi avec philosophique et anthropologique, c'est comment définir la convivialité d'un outil à base d'IA. Et c'est la convivialité, mais en interaction avec l'humain.
Alors, quel est notre projet? Donc, notre projet qu'on effectue actuellement, c'est de définir des outils conviviaux explicables sur deux choses. Sur, par exemple, sur des assistants de santé, par exemple, sur peut-être pas sur des maladies bien graves, mais par exemple, on peut dire bah, si j'ai mal à la tête, si je préfère les solutions alternatives que les traitements lourds, qu'est-ce que vous proposez, etc. Et un point qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est dans les consultations et l'amnèse, de voir un peu bah, comment intégrer l'outil dans cette relation privilégiée entre le médecin et le patient. Et ça nécessite bah, des travaux scientifiques déjà bah, en informatique, hein, c'est une fois qu'on a défini nos critères, bah, c'est de dire, bah, et c'est un peu aussi, je crois, c'est qu'on peut utiliser la technologie pour respecter les propriétés. Un travail aussi sur plus lié entre l'épistémologie. Je travaille avec un chercheur François Rennes qui pour fournir une explication. Et on verra qu'un point aussi, c'est ce couplage entre l'approche numérique et symbolique. Et c'est de définir la qualité d'une explication. Ah oui, parce que fournir une explication n'est pas aussi suffisant, parce qu'on va le voir tout de suite. Alors là, est-ce que j'ai un peu plus de temps? Je vais aller assez vite. Donc c'est l'approche aussi anthropologiste, donc on commence à réfléchir, donc il y a une nécessité donc, d'intégrer l'outil dans le flow de la consultation. Et donc là j'en avais déjà parlé, hein, c'est de reproduire la relation empathique, et ce qui nous paraît aussi vraiment très important, et c'est de ne pas avoir que d'un chatbot, par exemple sous forme de texte, mais par exemple avec des reconnaissances de visage, etc., c'est de prendre en compte aussi la communication non verbale. Parce que la communication non verbale, d'un point de vue de médecine, bah, ça joue aussi. Et ce qu'on essaie de faire, bah, c'est chose sur le phygital, c'est la communication entre physique et digital. Alors je vais laisser un peu plus vite. Voilà, bon, c'était juste pour dire que bon, ça c'est pas très grave. Là, je vais peut-être pas avoir le temps d'en parler. Bah, qu'il y a un besoin crucial. La première étape, c'est de pouvoir expliquer. Et l'expliquer, alors il y a plein de définitions. Alors, moi, ce que j'aime, celle que j'utilise, hein, c'est de donner, c'est la possibilité de donner à un ensemble d'utilisateurs une explication des résultats, mais qui est adaptée à leurs connaissances scientifiques et à leur connaissance métier. Alors là, ça pose toujours, je vais aller aussi vite, c'est, on a fait un travail aussi épistémique hein, pour dire bah, quelles sont un peu les faiblesses, bah, des choses qui sont très connues, c'est qu'il n'y a pas de causalité, c'est plus des corrélations, c'est que l'interprétabilité, par exemple, d'un algorithme de rétropropagation du gradient ne va pas assurer l'explicabilité du résultat, parce que c'est pas le modèle qu'on utilise, c'est celui qui a été une fois transformé. Et un point qui est important que je voudrais insister, c'est que bah, les explications génèrent aussi des biais. Et on peut, puisque en fait, l'humain a tendance à aller vers les raisonnements les plus simples, et donc on peut, soit en le faisant exprès ou pas, fournir des explications qui soient plus persuasives que informatives. Et bon, quand on fait comme on a vu dans la présentation précédente, on fait il n'y a rien qui est automatique, parce que quand on fait du machine learning, donc on fait des sélections de données, du nettoyage de données, et ça induit d'un point de vue épistémique des précurseurs ontologiques. Voilà, alors qu'est-ce que je vais finir? Voilà, donc un travail, c'est quand on fournit une explication, on a un compromis entre deux choses. Soit on explique vraiment les mécanismes, soit
ce qui est ici, soit on interprète. Et c'est ce compromis qu'il faut trouver entre l'intelligibilité et un peu la complétude des résultats. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait. Voilà, en plus, je vais pouvoir finir comme ça. Alors, quels sont nos travaux en cours? Alors là, je travaille avec une start-up qui s'appelle CraftAI et qui fournissent des solutions explicables. Et on va mettre en place un peu une évaluation des explications de machine learning. Alors là, c'est avec un peu je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a une taxonomie un peu des méthodes de machine learning. Soit on approche par des méthodes locales, soit on extrait des règles. On peut aussi utiliser des arbres de décision. On peut aussi utiliser qu'une partie du réseau de neurones pour voir un peu l'analyse de sensibilité sur le résultat. Alors le but de ce travail, ça va être justement d'évaluer les explications, et ça va être avec des panels d'utilisateurs. Par exemple, sur une application de CraftAI, ils ont des utilisateurs, on va fournir des explications et on va voir d'un point de vue anthropologique comment se produit le résultat, et on a besoin d'un étudiant pour travailler. Le dernier, et ça se paye ici, là c'est plus une thèse qu'on est en train de monter avec Judith, et d'ailleurs qu'on va soumettre à des appels. Par exemple, il y a un appel de la région Île-de-France pour financer des travaux de thèse. Alors qu'est-ce que ça va être? C'est ah oui, alors, le truc qu'on veut, c'est vraiment mettre en pratique des outils, parce que si on reste dans les généralités, il faut aussi à un moment donné expérimenter. Donc expérimenter, ça veut dire développer vraiment un chatbot, faire de la connaissance d'image et de le mettre en pratique. Et de ne pas rester en fait ce qui est très intéressant de rester dans la théorie, mais il faut aussi confronter la pratique. De prendre en compte les communications non verbales. Et cette chose-là qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est sur l'interaction entre le physique et le digital. Voilà. Et je vous remercie. Question? Oui. À quel point vous pensez qu'on a besoin d'expliciter seulement quand ça se passe mal, en fait? Vous parliez tout à l'heure de la décharge. Est-ce que finalement on n'a pas besoin d'explicabilité seulement dans les 1% de chance où ça s'est mal passé et la personne en plus cherche à se retourner contre le système? Et est-ce que ça doit empêcher la création et l'utilisation de systèmes qui, dans les 99% autres cas, sont meilleurs que l'humain, en fait? Oui, ça c'est une bonne question. C'est qu'on voit souvent l'explicabilité soit un terme un peu de protection par rapport au juridique, etc. Mais en termes d'acceptabilité aussi, c'est important par exemple, à EDF, si on met en place des outils de machine learning, on a une confrontation avec des experts. Par exemple, il y a des règles empiriques, je ne sais pas quoi, sur les dimensionnements, qui vont être confrontées avec les nouvelles règles issues du machine learning. On a besoin de cette explication pour justement confronter un peu ces deux mondes, des règles empiriques et des règles à partir des données. Et c'est de concilier. Alors qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, parce que il y a besoin aussi, par exemple sur la détection de radiographie. Généralement, on a des bases de radiographie canoniques avec des tumeurs, etc. Et en utilisant le machine learning, on peut, avec des réseaux de neurones antagonistes par exemple, générer des nouvelles radios qui au départ seront un peu très mauvaises parce que c'est le but un peu des réseaux de neurones antagonistes, mais qui vont à un moment donné détecter une nouvelle forme de tumeur, quelque chose qui va être confronté à un diagnostic expert.
Donc on a besoin aussi de cette explicabilité. Mais c'est vrai que l'explicabilité ne doit pas être vue que d'un point de vue juridique. Dire, bah voilà. Puis on a vu aussi que ça posait problème, parce que une explication, bah, il y a une forme entre le côté un peu persuasif et comment je réduis mon explication. Est-ce qu'en la réduisant, bah, je vais devenir plus persuasif qu'informatif pour montrer que c'était pas moi qui étais en cause. Mais je pense que l'explication, c'est au-delà du champ juridique et de la protection dans le cas où ça se passe bien. Mal. Parce qu'il faut expliquer aussi pourquoi ça se passe bien. Une autre question? Oui, non? Moi, je me pose la question de la connexion avec la causalité. Tu as très bien dit, en fait, machine learning en général s'occupe beaucoup de corrélations. Il y a quand même beaucoup de travail qui essaye Oui. de justement casser ces corrélations pour essayer de voir ces histoires de causalité. Est-ce que c'est pas vraiment le même deal, en fait? Est-ce que c'est pas le même problème? C'est vu d'un autre côté. Après, il y a beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi, on peut, par exemple, piloter le machine, et ça j'y crois aussi beaucoup, on peut piloter le machine learning avec une base de connaissances, avec de l'ontologie. Par exemple, il y avait j'ai vu un exposé d'une doctorante qui voulait faire, je sais pas quoi, du machine learning autour en physique nucléaire. Et en fait, elle se définissait une grammaire, une ontologie pour dire, ben voilà, ces colonnes-là, je peux les combiner entre eux parce que j'ai fait une étude statistique des équations, etc. Donc on peut avoir, en faisant ça, on peut réintroduire de la causalité. Mais, et j'ai pas eu le temps d'en parler, après, il y a deux mondes aussi, parce que j'ai pas parlé du tout de ce truc-là, c'est que dans l'histoire de la science, il y a eu Aristote, et après, en 1620, il y a eu Francis Bacon, etc., qui ont été plus sur de l'empirisme. Ça veut dire qu'au départ, Aristote, ça veut dire, ben, j'ai un phénomène, je fais des hypothèses et je construis un programme. En fait, c'est un peu tout ce qui a été fait sur les codes de mécanique des fluides, mécanique des structures, etc. Je modélise un phénomène. Et Francis Bacon, en 1620, il a dit, mais là, quand vous faites ça, en plus c'est intéressant de le voir, il dit, mais là vous introduisez un biais, parce que vous calez un modèle sur le phénomène physique, et moi, bah, je dis, bah, c'est plutôt les données expérimentales qui sont sans biais, et je construis un modèle inductif sur ces choses-là. Donc là, je pense qu'on redevient sur le côté machine learning, on remet l'empirisme, et c'est pour ça qu'on a un besoin d'explicabilité, parce que la prédiction dans un modèle inductif ne suffit pas. Après, ben, il faut généraliser. Un peu, c'est la démarche un peu bottom-up de la science. Soit on part des données et on essaie de généraliser, ou soit on a déjà un modèle et on essaie de l'appliquer. Pour être très concret, en fait, une explication, elle peut venir sous quelle forme? Je peux donner un exemple d'explication. Est-ce que ça sera toujours verbal, par exemple, ou iconique quand on parle d'image? Quel est le mode d'expression? Alors ça, c'est aussi une très bonne question. C'est que la forme de l'explication va aussi introduire un biais. Et on peut avoir... alors ce qui paraît... en ce moment, ce qui semble bien, c'est des formes plutôt iconiques sous forme d'image. Alors, je vais prendre un autre domaine, par exemple, il y a eu des grandes réflexions pour savoir, mais par exemple, quand on enfouit des déchets, par exemple nucléaires, comment on va laisser une trace en disant bah, il va y avoir un danger là plus tard. Et il y avait un panel d'experts qui se sont dit bah, ils avaient dit bah, ça va être le cri, le fameux tableau du cri pour dire voilà, ça paraît ça qui paraît plus probable que du verbal. Mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à ça. Après, il y a le verbal. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas parlé du tout dans les consultations. C'est aussi le toucher qui est important. Aussi. Parce que mine de rien, par exemple, les médecins apprennent, il y a plusieurs formes de toucher, etc. Donc c'est vraiment le sensoriel aussi. Mais point de vue, ce qui paraît peut-être plus universel, bah, c'est les icônes que le texte.
Ok. Une dernière question? Non? Eh bien, on va dire merci. Donc, on va remercier Jean Latière qui n'était pas là aujourd'hui, qui a organisé une partie de ce meet-up. Merci à Jacqueline aussi. Merci aussi à Stéphane d'avoir fait les entrées tout à l'heure. Donc, c'était très gentil. Ce n'était pas voulu au départ. La prochaine fois, on ne sait toujours pas où on est, c'est ça? Voilà. Donc, mais c'est le mois prochain. Si vous avez des idées, comme l'a dit Franck tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter, mettre ça sur le formulaire et puis on vous fait parler. Merci à tous d'être venus et merci à Miro de nous avoir accueillis aujourd'hui. Juste pour vous prévenir, ceux qui veulent rester, on a prévu des bières et des pizzas à l'étage. Voilà. Vous pouvez suivre mes collègues ici. Merci beaucoup. Au revoir. Alors je vous laisse suivre ma collègue qui est au premier étage. Je pense que... Attends.